بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro un, module antenne. On va voir la propagation des ondes électromagnétiques. On va commencer par des principes et généralités. Bien sûr, il s'agit de transmettre l'information. Cette information peut être de type parole, image, etc., d'un point à un autre dans l'espace libre. Cette transmission s'effectue sous l'aspect électromagnétique et la transmission d'informations en espace libre nécessite bien sûr deux antennes. Il faut avoir deux antennes, l'une à l'émission et l'autre à la réception pour, comme c'est montré dans cette figure. Donc, nous avons ici un schéma de principe de transmission de l'information en espace libre entre un émetteur et un récepteur. On voit bien sûr la transmission de l'émetteur et le récepteur se fait à l'aide des ondes électromagnétiques. Nous avons que l'antenne émettrice qui est parcourue par un courant électrique qui est porteur de l'information engendre dans l'espace une onde électromagnétique composée d'un champ électrique E et d'un champ magnétique H. Cette onde gagne de proche en proche tout le milieu, c'est qu'on appellera propagation des ondes électromagnétiques. Le milieu reçoit l'onde électromagnétique et la transmettre sous forme d'un courant électrique. Le milieu de propagation est caractérisé par des paramètres influents sur la propagation des ondes électromagnétiques tels que nous avons comme premier paramètre la perméabilité magnétique mu, la perméativité électrique psilon, la conductivité électrique sigma, c'est d'unité Siemens sur mètre. Nous avons une remarque que Z qui est égal à la racine carrée de mu sur epsilon, bien sûr mu c'est la perméabilité magnétique sur la perméabilité électrique, représente l'impédance du milieu de propagation N des ondes électromagnétiques. Nous avons aussi que V représente, qui est égal à 1 sur le produit de epsilon par mu, représente la vitesse de phase de propagation N des ondes électromagnétiques. La conductivité sigma, c'est un paramètre très important. Il nous indique l'effet dissipatif du milieu au niveau duquel l'énergie électromagnétique transportée par l'onde électromagnétique diminue progressivement. Une partie de cette énergie étant dissipée par effet de Joule, bien sûr. Deuxièmement, on va découvrir les phénomènes de propagation des ondes électromagnétiques. Ils sont découvertes en 1887 par Heinrich Rudolf Hertz, un savant allemand qui a établi un lien entre l'oscillation des charges et la théorie des équations de Maxwell. Grâce à un oscillateur, il produit des ondes électromagnétiques en montrant qu'elles possèdent toutes les propriétés de la lumière, par exemple la réflexion, la réfraction et la polarisation. Il mesure ainsi la vitesse de ces ondes, sachant que C égale 3 par 10 puissance 8 mètres sur seconde, confirmant la théorie énoncée en 1864 par le mathématicien et le physicien écossais James Clerk Maxwell. Il ouvre la voie à la télégraphie sans fil par onde hertzienne. On passe au principe, si on va considérer un repère cartésien, O, X, Y, Z, dans lequel on placera un émetteur E. Comme c'est indiqué dans cette figure, donc c'est le phénomène de propagation des ondes électromagnétiques. Nous avons que l'onde qui est composée d'un champ électrique E et d'un champ magnétique H est émise à T0 à l'instant T1, quelle sera la distance D1 à l'instant T2 à la distance T2, etc. Donc, comme c'est représenté, donc T1, D1, T2, D2, T3, D3, et ainsi de suite. Pour la surface d'onde, donc la surface d'onde, appelée aussi franc d'onde, en quelque sorte, c'est le lieu des points d'impact du champ électromagnétique dans les différentes directions de propagation. Donc, comme c'est vous indiqué, c'est la propagation dans toutes les directions, rayonnement omnidirectionnel.
Dans le cas où la propagation s'effectuait de la même façon dans toutes les directions, on appelle ce milieu isotrope. Dans ce cas, la surface dense aura une forme sphérique. Pardon, pardon. Dans le cas contraire, le milieu anisotrope, c'est la surface dense sera une sphère déformée. On va parler deuxièmement des ondes électromagnétiques planes. Si on considère une surface de dimension réduite découpée dans un franc d'onde sphérique à très grande distance de l'émetteur, comme indiqué dans la figure 3, cette surface peut être assimilée à un plan. Par définition, une onde plane, c'est une onde dont le franc d'onde est un plan. Par conséquent, les vecteurs champs électriques et magnétiques appartiennent au franc d'onde plan. Voici la représentation dans cette figure. Donc, vous avez E, c'est le champ électrique, H, c'est le champ magnétique, P, ça sera la somme des deux. Quelles sont les caractéristiques d'une onde plane? Premièrement, nous avons le champ électrique E et le champ magnétique sont perpendiculaires. Deuxièmement, le champ électrique E et magnétique appartient au plan d'onde X, O, Y. Et nous avons aussi que E, H et P forment un trièdre direct. Pour le spectre électromagnétique, donc le spectre électromagnétique représente la répartition des ondes électromagnétiques en fonction de leur longueur d'onde ou de leur fréquence. On trouve les rayons X, gamma X, ultraviolet, visible, infrarouge, hyperfréquence et ondes radio. Chacune des types de rayons a sa longueur d'onde. Par exemple, pour les ondes radio, ils sont compris entre 1 mètre et 1 kilomètre. Maintenant, si on part des ondes les plus énergétiques, on distingue les rayons gamma. Donc, pour gamma, lambda entre 10 puissance moins 14 mètres et 10 puissance moins 12 mètres et sont dus aux radiations émises par les éléments radioactifs. Les rayons X, donc lambda compris entre 10 puissance moins 12 et 10 puissance moins 8 mètres, rayonnement très énergétique traversant facilement les corps matériels. Pour les ultraviolets, dans ce cas lambda comprise entre 10 puissance moins 8 et 10 puissance moins 7 mètres, c'est le rayonnement énergétique. Pour le domaine visible, vous avez 4 par 10 puissance moins 7. Lambda est compris entre 4 par 10 puissance moins 7 et 8 par 10 puissance moins 7 mètres. Donc, c'est le spectre électromagnétique perceptible par l'œil de l'être humain. On parle maintenant de l'infrarouge. Dans ce cas, lambda est comprise entre 8 par 10 puissance moins 7 et 10 puissance moins 3 mètres. C'est les rayonnements émis par tous les corps dont les températures est supérieure au zéro absolu. Les ondes radar aux hyperfréquences, des longueurs d'onde de l'ordre du centimètre jusqu'au mètre, utilisées pour mesurer le rayonnement émis par la surface terrestre. On va parler maintenant des ondes radio. Ce domaine concerne les ondes qui ont les plus basses fréquences, dont la longueur d'onde varie de quelques centimètres à plusieurs kilomètres. Les ondes radio sont utilisées pour la transmission de l'information radio, télévision et téléphone. Quatrièmement, on va parler de la propagation d'une onde électromagnétique plane. On va commencer par l'équation de Maxwell. Bien sûr, ce sont des relations entre grandeur vectorielle liant le champ électrique au champ magnétique avec des paramètres traduisant la matière, mu, epsilon et sigma dans laquelle se propage l'onde électromagnétique. Ainsi, les équations de Maxwell s'écrivent comme suit. On va commencer par ρe, qui est égal à moins mu par la dérivée de h sur t. Donc, l'équation Maxwell-Faraday, c'est la forme différentielle de la loi Faraday de britannique Michael Faraday. Div E est égal mu par epsilon, c'est l'équation de Maxwell-Gauss. C'est la forme différentielle de la loi de Gauss de l'allemand Karl Edward. Rho H, c'est G plus la dérivée de D par rapport au T, c'est l'équation de Maxwell-Ampère. C'est la forme différentielle de la loi d'Ampère du physicien français Andrea Marie Ampère.
On termine avec la quatrième question, c'est le div B qui est égal à 0. Dans ce cas, c'est l'équation de Maxwell flux magnétique. Le champ magnétique est un flux constant. C'est la loi de Gauss magnétique. Sachant que E représente le champ électrique de unité V sur mètre, H c'est le champ magnétique ampère sur mètre, D induction électrique Coulomb sur mètre carré, sachant que D est égal à epsilon par E, B c'est l'induction magnétique Tesla, B est égal à mu par H, G c'est le courant de conduction, A sur M au carré, G est égal sigma par E. Rho c'est la densité de charge d'unité Coulomb sur mètre cube. Deuxièmement, on va parler de l'équation de propagation. C'est l'équation obtenue en utilisant la loi Maxwell-Faraday et la loi de Maxwell-Ampère. Vous avez rho de E égale rho de moins mu. On va remplacer rho de E par moins mu, la dérivée de H sur 2T. On obtient après simplification, c'est moins mu multiplié par rho de la dérivée de H par rapport au temps. Comment on calcule la dérivée de t par rapport, la dérivée de rho de h par rapport à t? Donc, c'est la dérivée par rapport à t. On va remplacer rho de h par mu e plus epsilon, la dérivée de e sur dt. On obtient après simplification sigma, la dérivée de e par rapport à t, plus epsilon, la dérivée seconde de e sur dt au carré. Avec rho par rho de e égale moins delta e plus le gradient dérivé de e. La démonstration, nous avons que l'équation 5 et 6 est appelée équation de propagation ou bien équation d'onde. Pour propagation d'une onde électromagnétique plane dans un D électrique parfait, nous avons dE moins epsilon E, la dérivée seconde de E par rapport à T moins mu par epsilon par sigma, pardon, la dérivée de E par rapport à T égale le gradient de rho sur epsilon. On peut montrer également que DH est moins mu E epsilon, la dérivée seconde sur dt au carré moins mu sigma dh sur dt égale à 0. Maintenant, on considère dans ce cas un milieu sans charge et sans perte. Dans ce cas, ρ prend la valeur 0 et sigma prend la valeur 0 aussi. Nous supposons que les champs E et H ne dépendent que de Z. La direction de propagation est du temps t. Dans ce cas, l'équation 5 devient la dérivée seconde de E par rapport au Z au carré moins mu epsilon la dérivée seconde de E sur dt au carré égale à 0. Bien sûr, on appelle ça l'équation d'Alembert. En régime harmonique, cela suppose que E est proportionnel au terme exponentiel g oméga. Dans ce cas, on obtient la dérivée seconde de E sur dz au carré plus mu epsilon sigma au carré. Oméga au carré par E est égal à la dérivée seconde de E sur z au carré plus k élevé au carré multiplié par E égale à 0. On appelle ça, c'est une équation de Helmholtz. K prend la valeur de oméga sur V. On appelle ça, c'est le vecteur d'onde. La solution générale de cette équation, bien sûr, a la forme suivante. E prend la valeur F1 multiplié par T moins Z sur V plus G1 multiplié par T plus Z sur V. Sachant que F1 correspond à une propagation dans le sens des Z positives et G1 correspond à une propagation provenant des Z positives vers la source dans un milieu indéfini, une telle propagation ne peut pas avoir lieu. Pour la polarisation d'une onde plane, il existe trois types de polarisation. Premièrement, la polarisation rectiligne. C'est l'extrémité du vecteur E ou de H décrit une droite. Donc, comme vous voyez sur cette figure, la direction de propagation. Pour une polarisation elliptique, c'est l'extrémité du vecteur E ou de H décrit un ellipse, comme représenté sur cette figure. Pour une polarisation circulaire, bien sûr, si on trouve que l'extrémité du vecteur E ou de H décrit un cercle dans ce cas. Cinquièmement, on va parler de la réflexion et réfraction des ondes électromagnétiques planes. On va commencer par le passage d'une onde d'un milieu à un autre. Si on considère les deux milieux suivants, vous avez le milieu 1 et 2. Lors de ce passage, on va calculer la circulation du champ électrique le long du circuit fermé A, B, C et D.
Dans l'approximation quasi-statique, le champ électrique dérive d'un potentiel. La circulation du champ électrique le long d'un circuit fermé égale à zéro. On trouve que l'intégrale sur un contour fermé de dl pardon, égale à zéro. Donc, ce cas-ci, on va remplacer par E1 dl plus E2 l'instant T2 plus EN plus E1 T dl égale à zéro, bien sûr, toujours entre A et B, BC, CD et DA. Sachant que AB égale à CD égale à zéro, dans ce cas, on obtient E1T égale à E2T, c'est la conservation de la composante tangentielle. La différence énergétique entre les champs des deux milieux se trouve dans les composantes normales ou l'application de l'atténuation de ces ondes lors de passage d'un milieu à un autre. Deuxièmement, on va parler des ondes TEM incidentes sur la surface de séparation des deux dés électriques. On va commencer par le premier cas. Si nous avons une onde polarisée dans le plan d'incidence, dans ce cas, le champ électrique est contenu dans le plan d'incidence, comme il est illustré sur la figure suivante. Nous avons pour le milieu 1, epsilon i mu u et z i prend la valeur de la racine carrée de mu u divisé par epsilon 2. Pour le milieu 2, nous avons epsilon t et mu t et zt prend la valeur de la racine carrée de mu t sur epsilon t. Donc ça, c'est pour une polarisation verticale. On obtient EXE égale à EI par exponentielle G oméga T moins KI ZI. Dans le triade OXI, YI, ZI, la composante aura la valeur suivante, bien sûr, avec KI égale oméga sur VI égale oméga par epsilon mu élevé au carré, et élevé, pardon, à la puissance 1 demi ou bien sous la racine. On appelle ça, c'est la constante de propagation en radians par mètre. Et oméga, c'est la fréquence angulaire d'unité radian par seconde. Nous avons que ZI prend la forme suivante, donc c'est Z par cosinus θ i plus X sinus θ i. Dans ce cas, E de XI égale à EI par exponentielle G oméga T moins KI par Z cosinus θ i plus X sinus θ i. Le passage du repère OXI, YZ et au repère OXYZ, prend la façon suivante. Bien sûr, toujours pour trouver une composante tangentielle, la tangente à l'axe OX, il suffit de projeter Z prend la valeur 0. Dans ce cas, E de t égale à EI par cosinus θ i exponentielle G oméga t moins KI X sinus θ i. On obtient que VXE prend la forme de oméga sur KI sinus θ i. Pardon, lorsque une onde incidente rencontre la surface de séparation de deux milieux, elle donne la naissance à un champ réfléchi ER et un champ transmis ET dans leurs composantes. E transmis réfléchi égale E réfléchi par cosinus θ réfléchi exponentielle G oméga T moins K réfléchi X sinus θ réfléchi. Et la tangentielle est donnée par ETI tangentielle égale E transmis par cosinus θ transmis par cosinus exponentielle G oméga T moins K réfléchi X sinus θ transmis. Bien sûr, pour la conservation de la composante tangentielle, on aura E de TI plus ETR est égal à E de transmis. Dans ce cas, on obtient, après simplification, que EI par cosinus θ i plus ER cosinus θ i égale ET cosinus θ t. Dans ce cas, moins ER cosinus θ i plus ET cosinus θ i, ça sera tout simplement EI par cosinus θ i. Et pour H, la composante H, on obtient à la fin, après simplification, EI sur ZI. Cette égalité ne peut pas satisfaire que c'est les vitesses de propagation de chaque. On aura dans ce cas oméga sur KI sinus θ i égale oméga sur KR sinus θ r égale oméga sur KT sinus oméga t. La composante tangentielle soit les mêmes. Dans ce cas, on obtient VXE égale à VXR égale à VXT. Dans ce cas, c'est on suppose NI qui est égal à la racine carrée de mu I par epsilon I et NT égale la racine carrée de mu T par epsilon T. Dans ce cas, sinus θ et ça sera N
par sinus θ t. Dans ce cas, on obtient que l'angle de réflexion égale tout simplement un angle incident. Dans ce cas, on aura sinus θ égale à 1 sinus θ t. Et la loi de réfraction de Schnell-Descartes, avec NI représente l'indice de réfraction du milieu incident et NT représente l'indice de réfraction du milieu de transmission. Et N qui est égal à NI sur NT, c'est l'incident l'indice de réfraction du milieu I1 par rapport au milieu T2. Pour Snell, donc while Brooded Snell, Van Rooyen ou bien Snelliholm, né entre 1580, décédé en 1627, c'est un humaniste, mathématicien et physicien néerlandais. Descartes, c'est René Descartes, né en 1596, décédé en 1650, c'est un mathématicien, physicien et philosophe français. On obtient les équations pour le coefficient T de réflexion de la forme suivante et le coefficient T de transmission T égale ET sur E mais la forme suivante. Donc, ça sera 2zt cosinus θi sur zt cosinus θi plus ze cosinus e. Le deuxième cas, bien sûr, c'est on obtient une onde polarisée normalement au plan d'indice, cas où le champ magnétique est contenu dans le plan d'incidence, comme illustré dans la figure suivante. Sachant pour le milieu 1, on obtient un ZI qui est égal à la racine carrée toujours de mu i sur epsilon i. Et le milieu 2, ça sera ZT qui est égal à la racine carrée de mu t sur epsilon t. Ça, c'est pour une polarisation horizontale. Bien sûr, pour la conservation de la composante tangentielle, on obtient les formules suivantes. Et toujours avec un coefficient de réflexion qui est égal à zt cosinus θi moins zi cosinus θi sur zt cosinus θi plus zi cosinus θt. Et le coefficient de transmission t égale et sur ei égale 2zt cosinus θi sur zt cosinus θi plus zi cosinus θi. Bien sûr, maintenant, on définit en termes d'indice de réfraction le milieu 1 et 2, N1 et N2, ou bien au milieu et au milieu T. On obtient selon les types de polarisation, est-ce que polarisation horizontale ou bien verticale, avec leur coefficient de réflexion et coefficient de transmission. Donc, vous pouvez faire capture d'écran si vous êtes intéressé par les formules. On va s'arrêter ici et on termine la prochaine vidéo, Inch'Allah, le chapitre numéro 2 pour la propagation des ondes hertziennes. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.